Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Cryptonation. Donc, rapidement, revue des marchés. Aujourd'hui, la grande nouvelle, on va dire, le grand événement en ce moment, c'est donc la correction qui est en cours sur Bitcoin. Donc, beaucoup de gens s'étonnent, beaucoup de gens sont impressionnés par cette correction. Pourtant, c'est une correction qui reste similaire à celle que l'on a pu avoir par le passé, une correction de 20-30% ou un peu plus. Certes, on a dépassé un peu ces 30%. Ce type de correction, on en a déjà eu par le passé avec Bitcoin de multiples fois. Simplement, aujourd'hui, étant donné le prix très élevé que l'on a atteint avec Bitcoin, 30% représente une somme beaucoup plus importante, un chiffre beaucoup plus important. Néanmoins, il faut savoir que cette volatilité-là, elle n'est pas nouvelle avec Bitcoin, donc il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Donc, sur 7 jours, effectivement, on a moins 20%, moins 20,28% sur la semaine. Sachant que ça fait suite à une montée très rapide, une montée exponentielle du cours de Bitcoin. Je t'avais déjà dit dans la dernière hebdo que c'était le moment d'être prudent, c'était le moment de faire attention, c'était pas le moment de faire des choses inconsidérées et d'aller à 100%, 200%, 300% dans les crypto-monnaies. Ça reste, le prix qui est aujourd'hui, malgré ces moins 20%, reste bien plus élevé que le prix qu'on pouvait y avoir quelques mois. Donc, certes, on a perdu les gains de dernières semaines, néanmoins, voilà, on a pris les escaliers et on est redescendu avec l'ascenseur. Voilà, ceci étant dit, rien de très nouveau avec Bitcoin, avec les crypto-monnaies de manière générale. Il se peut bien sûr que la correction se poursuit, et si on atteint une correction de l'ordre de 50%, alors ça pourrait être un signe de quelque chose de différent. On pourrait aller au-delà d'une simple correction et s'acheminer peut-être vers un changement de tendance, vers une tendance baissière. Pour que cela arrive, il faudrait que le sentiment du marché change complètement. Donc, on était dans l'euphorie, on était dans l'idée, c'est un nouveau paradigme, cette fois-ci tout change, cette fois est différent, on entend un peu moins les gens qui étaient complètement euphoriques. Pour qu'il y ait une tendance baissière, il faudrait que le sentiment de marché passe carrément vers du pessimisme. Donc pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'on en soit là. Mais néanmoins, effectivement, il faut surveiller. On n'est pas à l'abri d'une installation d'une tendance baissière tôt ou tard, d'accord? Soit maintenant, soit dans plusieurs mois, soit dans 6 mois, soit dans un an, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de vous dire si on va passer dans une tendance baissière un jour et quand on passera dans cette tendance baissière. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une possibilité. C'est probablement pas la plus probable. Et en tout cas, il n'y a pas de raison forcément de privilégier cette hypothèse aujourd'hui par rapport à ce que l'on voit, qui est une correction très similaire à des corrections que l'on a pu avoir dans le passé avec Bitcoin, qui en plus intervient à la fin de l'année, qui est un moment souvent propice à ces corrections. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas lieu, en tout cas, de paniquer pour le moment, pour ce qui est de Bitcoin. 7 jours, donc on est à 2% sur Ethereum, on est à 59,91% pour Bitcoin Cash, donc Bitcoin Cash a bien bondi. Bitcoin Cash, oui, qui prend de l'importance, qui fait parler de lui encore une fois, et qui s'installe un peu dans cette troisième position, juste derrière Ethereum. Certains, évidemment, donc à chaque fois que Bitcoin Cash prend de l'importance, certains commencent à dire que Bitcoin Cash est le vrai Bitcoin, que Bitcoin Cash va remplacer Bitcoin. C'est bien sûr une hypothèse possible, hein, c'est bien sûr une potentialité, une possibilité, et ce n'est pas moi qui vais dire Bitcoin Cash ne remplacera jamais Bitcoin. Parce qu'il y a des gens qui croient vraiment en Bitcoin Cash, il y a des supporters derrière Bitcoin Cash, dont aujourd'hui je ne fais pas nécessairement partie, mais néanmoins il faut reconnaître qu'il y a une certaine communauté derrière, et plus que la communauté, il y a des influenceurs qui font du lobbying intensif en faveur de Bitcoin Cash. Donc, notamment Roger Ver, notamment Jian Wu, donc Roger Ver qui possède bitcoin.com, donc il y a un point d'entrée pour beaucoup de débutants qui vont arriver dans l'écosystème Bitcoin, ils risquent de tomber sur bitcoin.com et d'être aiguillés vers Bitcoin Cash plutôt que Bitcoin. Et donc Jian Wu qui est un mineur à la tête de Bitmain, donc qui a aussi une influence et une certaine puissance, on va dire. Donc il ne faut pas négliger Bitcoin Cash, il ne faut surtout pas négliger. Ici, vous avez la répartition des différents nœuds du réseau Bitcoin Cash. Donc les nœuds complets, ce sont des ordinateurs, ce sont des personnes, on va dire, qui font tourner des applications qui permettent de relayer les transactions dans le réseau, qui permettent de les diffuser. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir un nœud complet. Simplement, vous aurez besoin d'avoir un ordinateur avec suffisamment de mémoire et une connexion internet
qui soit suffisamment performante pour pouvoir relayer les blocs suffisamment rapidement et avoir un espace suffisant pour pouvoir stocker la blockchain. Mais sinon, à part ça, c'est pas comme être mineur, vous n'avez pas besoin de faire des calculs extrêmement compliqués qui vont consommer beaucoup d'énergie. Vous vérifiez simplement les transactions et vous pouvez vérifier que les transactions sont valides, vous pouvez vous assurer que ce sont bien les règles que vous avez choisies qui soient respectées. Les nœuds complets ont un rôle assez important, que ce soit dans Bitcoin, que ce soit dans les autres crypto-monnaies. Et quand on regarde ici la répartition des nœuds complets, on se rend compte finalement que les nœuds complets sont hébergés chez quelques hébergeurs, et plus de 50% des nœuds en fait sont hébergés chez Alibaba. Donc chez un fournisseur de cloud chinois, d'accord? Donc la majorité sont chez Alibaba, et ensuite vous avez Amazon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens qui ont des nœuds Bitcoin Cash aujourd'hui, eh bien, ne font pas tourner Bitcoin Cash sur leur propre ordinateur, mais font appel à des entreprises, à des services externes, des services de cloud. Ce qui permet à Bitcoin Cash d'avoir plein de nœuds, plein de nodes. Mais autrement, on peut croire qu'il serait assez compliqué pour Bitcoin Cash d'avoir suffisamment de nœuds pour avoir un réseau qui fonctionne bien. Et le problème de ce graphique, quand on regarde, c'est que l'on voit qu'il y a une certaine centralisation des nœuds complets. Puisque si l'on ferme, en fait, si par exemple Alibaba décide de fermer tous ses nœuds, ses serveurs, vous voyez bien qu'on perd une proportion considérable de tous les nœuds qui permettent au réseau Bitcoin Cash de fonctionner. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Bitcoin Cash est pleinement décentralisé. On ne peut pas forcément dire non plus qu'il est complètement centralisé. Il y a certaines crypto-monnaies qui ont un degré de centralisation, à mon avis, encore plus important que Bitcoin Cash. Mais on ne peut pas dire non plus que le point fort pour l'instant de Bitcoin Cash, ça soit la décentralisation. Vous avez des personnes derrière Bitcoin Cash qui ont une influence considérable sur Bitcoin Cash, alors que Satoshi Nakamoto pour Bitcoin, tout le monde souhaite le faire parler et tout le monde le fait parler, mais Satoshi Nakamoto n'a pas d'influence étant donné qu'il ne fait plus parler de lui, soit disparu ou en tout cas ne souhaite plus être impliqué. Alors que là, c'est vrai qu'avec Bitcoin Cash, vous avez des influenceurs, vous avez Roger Ver, vous avez Jian Wu, et vous avez d'autres personnes qui vraiment font la promotion intensive de Bitcoin Cash et s'en emparent d'une certaine manière. Ensuite, on me dit qu'il y a plusieurs implémentations et que le développement est décentralisé. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de développeurs qui travaillent sur Bitcoin Cash que sur Bitcoin. Ça peut évoluer. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire qu'on est sur le même degré de décentralisation. Donc pour parler un peu de l'action des prix, je vais vous mettre en description cet article d'Étienne Brunet qui vous parle un petit peu des différentes phases qui peuvent exister quand on est confronté à une nouvelle technologie en fait. En fait, avec les crypto-monnaies, avec Bitcoin, mais aussi les autres crypto-monnaies, la volatilité, elle s'explique aussi et surtout parce que ce sont des nouveaux actifs. Et des nouveaux actifs auxquels il est difficile de donner un prix. C'est difficile de donner un prix parce que c'est nouveau. De la même manière que quand Internet est apparu, c'était difficile de donner un prix aux actions des entreprises qui fournissaient des services sur Internet. D'accord ? Et on a eu la bulle des valeurs technologiques, on a eu la bulle Internet. Et avec les crypto-monnaies, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est confronté à une nouvelle classe d'actifs, on est confronté à quelque chose de nouveau, et face à ça, on est obligé de faire des paris d'une certaine manière, de faire des estimations sur quel prix on doit donner, quel prix on pourrait donner à ces crypto-monnaies. Et ce prix, on va le découvrir. D'accord ? On va le découvrir au fil du temps. On va avoir des accélérations, le prix va tout d'un coup être totalement surévalué par rapport à l'usage réel qui est fait, et ensuite on va corriger et on va se rapprocher de la valeur fondamentale, et parfois on va être sous-évalué. D'accord ? Parce qu'on n'est pas capable de dire ça c'est la valeur de Bitcoin, ça c'est la valeur d'Ethereum, ça c'est la valeur d'une crypto-monnaie. On n'est pas capable de le dire basé sur les caractéristiques fondamentales. On est uniquement sur une action des prix où c'est volatile, où les gens ont envie d'acheter parce qu'ils voient du potentiel, ou ont envie de vendre parce que tout d'un coup il y a un sentiment de panique, il y a un sentiment de peur ou toute autre chose, et on peut espérer effectivement que sur le long terme, on va finir par pouvoir donner des valeurs à ces nouveaux types d'actifs, des valeurs basées sur les caractéristiques fondamentales. Et si on arrive à le faire, alors
eh bien on aura beaucoup moins de volatilité. On aura toujours des évolutions du prix, mais on aura beaucoup moins de volatilité et on aura des valeurs sur le long terme qui seront un peu plus prévisibles. Les différentes phases de découverte du prix. D'accord ? Donc vous avez les premières personnes qui arrivent, qui croient dans la technologie, il y a ensuite les convertis, il y a ensuite les spéculateurs qui sont là uniquement parce qu'ils voient que le prix augmente et du coup ils montent sur le train. Vous avez une phase de redescente, finalement vous avez une phase de retour à la réalité et donc une sorte d'éclatement de bulle, et ensuite on arrive dans une nouvelle phase de construction. On amène la technologie à un nouveau niveau, un niveau au-dessus, et là on recommence un nouveau cycle où une nouvelle fois il y a des gens qui commencent à y croire, d'accord, dans la nouvelle technologie, dans les nouvelles avancées de la technologie, il y a de nouveau des convertis, il y a de nouveau les spéculateurs, etc., etc. Donc il y a plusieurs phases, et aujourd'hui effectivement on peut sûrement dire, c'est difficile parce qu'encore une fois on n'est pas capable de dire Bitcoin ça devrait valoir tant, d'accord, on n'est pas capable de donner un prix qui est raisonnable pour Bitcoin. C'est quelque chose qui est nouveau, on est en train de découvrir le prix. Mais c'est vrai qu'il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, eh bien, le prix, la spéculation a dépassé l'usage réel qu'on peut faire de Bitcoin aujourd'hui. Maintenant, l'usage de Bitcoin, il va évoluer, il va changer, il va progresser. On a des technologies comme le Lightning Network qui vont arriver, donc il ne faut pas non plus justement faire trop de spéculation autour des potentialités de ces technologies. C'est effectivement très prometteur. Il faut faire preuve de patience parce qu'ils ne vont pas forcément arriver demain. Ça semble de plus en plus réaliste, ça semble quelque chose de plus en plus concret, mais attention de ne pas être débordé d'enthousiasme. Et il faut faire preuve de patience. Le temps de la technologie, le temps de l'innovation, le temps de l'ingénierie, c'est pas la même chose que le temps de la spéculation. Dans la spéculation, tout va vite. Quand il faut faire des nouvelles technologies, quand il faut avancer sur des problèmes extrêmement complexes, ça prend plus de temps. En parlant donc de Bitcoin Cash, du débat qu'il y a autre, quel est le vrai Bitcoin, de la scalabilité, il semblerait que Coinbase soit confronté à un problème fondamental, lié donc à la manière dont ils gèrent les fonds de leurs clients. Et en fait, ils ont beaucoup de UTXO, d'accord ? Les UTXO, ce sont les outputs, ce sont les sorties des transactions non dépensées. Parce que dans Bitcoin sur la blockchain, vous n'avez pas véritablement, eh bien, finalement, de Bitcoin. C'est-à-dire que vos Bitcoins, la balance en Bitcoin, elle est calculée en fonction de transactions qui ont eu lieu par le passé. Et donc la balance à un moment donné que vous avez en Bitcoin, c'est la somme de tous les UTXO vers vos adresses. D'accord ? Donc UTXO, ça veut dire des outputs non dépensés. Donc, ils sont non dépensés, c'est pour ça que eh bien, on a cette somme de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on peut encore les dépenser. Une fois que vous avez les dépensés, c'est logique, vous les avez plus. D'accord, donc on prend les UTXO, ce sont les transactions, les sorties de transactions non encore dépensées. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça ici, évidemment c'est un peu complexe. Et donc Coinbase, en fait, a mal structuré ça, c'est-à-dire qu'ils ont plein de petits bouts, en fait, de Bitcoin, on va dire, plein d'UTXOs, qui ne sont pas consolidés. Et aujourd'hui, ils ont un problème parce qu'avec les frais de Bitcoin, ils se trouvent eh bien, en incapacité de consolider ces UTXO. Ils se trouvent dans une situation très difficile où les frais rendent très difficile pour eux de déplacer leurs fonds, notamment pour tout ce qui est retrait de leurs clients. Ils sont dans une situation très difficile parce qu'ils n'ont pas prévu à l'avance la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et du coup ils n'ont pas consolidé leurs UTXO. Du coup Coinbase est dans une situation délicate aujourd'hui, et cela avantagerait considérablement Coinbase d'avoir des blocs plus larges, plus gros. Donc, il ne serait pas étonnant que Coinbase soit de plus en plus favorable à une solution de scalabilité à base de blocs plus grands. Parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une impasse liée au fait qu'ils n'ont pas consolidé leurs UTXOs. Dernière news, parlons rapidement de S-Coin. Vous en avez peut-être pas entendu parler à un moment donné. L'Estonie avait prévu de faire sa propre crypto-monnaie, et ensuite l'Union Européenne avait dit, ou plutôt la BCE je crois, avait dit non, ce n'est pas possible, les pays membres ne doivent pas faire leur propre crypto-monnaie. Eh bien ce projet, il réapparaît, le projet S-Coin, donc de l'Estonie. Donc l'Estonie, c'est un pays qui est très avancé technologiquement parlant, et il le montre encore une fois. Ils ont une manière de voir les choses particulièrement innovante. Ils veulent accueillir les gens qui justement sont des innovateurs, ils veulent accueillir
des entreprises qui investissent dans la technologie, des entreprises blockchain, et ils veulent fournir des services donc, à des e-residents. En fait, l'Estonie a une manière très particulière de voir les services qu'ils fournissent à leurs citoyens. L'Estonie pense qu'elle peut devenir un pays finalement fournisseur de services administratifs à des gens partout dans le monde qui vont être des e-residents. Donc vous pouvez devenir e-resident et accéder à tous les services administratifs que propose l'Estonie. En fait, l'Estonie, elle se voit un peu comme une entreprise qui va proposer tous ces services aux gens à travers le monde sans forcément dépendre de la géographie. Et pour ces e-residents, justement, donc ces e-residents, c'est des gens qui vont avoir une carte de résident de l'Estonie, mais de e-résident. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'habiter en Estonie, mais ils pourront bénéficier de l'administration qui est plutôt efficace de l'Estonie. Ils auront une carte qui leur permet en fait de s'identifier à tous les services de l'Estonie. Aujourd'hui, en fait, l'idée de l'Estcoin, qui est donc relancée, ça serait de leur permettre d'avoir une monnaie pour payer certains services, en fait. Donc pour que les e-residents puissent payer ces services. Donc ils veulent aussi donc, fournir une solution pour les ICOs et être un peu justement ce havre pour les ICOs de confiance. Aujourd'hui, la plupart des ICOs, se tournent plutôt vers la Suisse, donc c'est pas bête de la part de l'Estonie aussi de chercher à proposer une solution pour les gens qui lancent des ICOs. J'aimerais tous vous remercier donc, pour les plus de 10 000 abonnés, nous sommes 12 000 aujourd'hui sur la chaîne. Bientôt, il y aura une vidéo aussi sur Zen Protocol, un projet qui a lieu en ce moment. Donc merci à tous et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et sûrement à l'année prochaine.